Bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nilidinde et tout de suite les titres de ce journal. Les experts en politique reconnaissent le pas des géants accomplis par le Rwanda en matière de justice depuis 1994, notamment le travail fait par les juridictions Gacaca qui ont fini leur procès. Les femmes rescapées du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda indiquent que les souffrances inouïes endurées pendant le génocide ne les empêchent pas d'œuvrer pour leur développement et celui de leur famille. 28 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis en secteur Musasa du district de Rutsiro, les rescapés du drame témoignent de la violence avec laquelle leurs proches ont été assassinés par les Interahamwe, certains même des enfants ayant été poursuivis jusque dans les petites îles du lac Kivu, ligotés et puis jetés dans les eaux pour qu'ils se noient. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les experts en politique reconnaissent le pas des géants accomplis par le Rwanda en matière de justice depuis 1994. Ils notent notamment le travail fait par les juridictions Gacaca qui ont fini leur procès. Toutefois, un appel a été lancé pour que les condamnés de ces juridictions puissent être arrêtés et qu'ils purgent leur peine, car certains courent toujours. Jean-Madamasen Magnichimwe, reportage. Au centre d'enseignement technique et professionnel de Gatuliro dans la ville de Kigali, Leonidas Kundimana, 53 ans, encadre les jeunes dans cet apprentissage des métiers. Leonidas figure parmi les combattants qui se sont désolidarisés des FDLR qui tentaient de déstabiliser le Rwanda depuis les forêts de la République démocratique du Congo. Rentré au Rwanda en 2018, cet ex-combattant a bénéficié d'une formation technique au centre de Mutobo, au nord-ouest du Rwanda, après quoi il a été embauché sans considération de son histoire, ce qui fit une grande surprise pour lui et un signe éloquent de l'état de droit qu'est le Rwanda selon lui. Je fus membre des ex-forces armées rwandaises. Après notre défaite, j'ai rejoint les FDLR FOCA dans les forêts de la République démocratique du Congo. De retour au pays, j'avais très peur jusqu'au centre de Mutobo, mais peu après, j'ai vu des visiteurs qui m'ont rassuré. Parmi eux, il y avait plusieurs ex-membres des FDLR. Par après, j'ai appris les métiers. J'ai terminé en octobre et un mois seulement après, j'avais déjà du travail. D'autre part, en 2005, Vincent Itissé a été reconnu coupable des crimes de génocide commis contre les Tutsis et a été condamné à 12 ans d'emprisonnement. Il indique que, quoi qu'il en soit, la justice doit être rendue aux rescapés du génocide, alors que les coupables doivent répondre de leurs actes. Pour Boniface Ruchagu, fin connaisseur de l'histoire du Rwanda et membre du Conseil des sages, le Rwanda a su puiser dans la culture ancestrale les outils indispensables pour rétablir l'harmonie dans la société. D'après lui, les puissances étrangères n'ont aucun droit à dicter au Rwanda la voie à suivre, puisqu'elles n'ont rien fait pour lui venir en aide lors du génocide contre les Tutsis en 1994. Le Rwanda est dans une bonne voie. Il a même dépassé là où il devrait être aujourd'hui. Aucun pays au monde, aux atrocités similaires, n'est capable de réalisation pareille. Que ceux qui ternissent son image se taisent et viennent plutôt s'inspirer de lui pour guérir le monde. Ceux-là qui nous accusent n'ont rien fait. Ils nous ont abandonnés quand le génocide se préparait, lors de son exécution et même après. Mais nous avons pu nous en sortir. S'exprimant au lancement des activités de la 28e commémoration du génocide contre les Tutsis au Rwanda, le président de la République Paul Kagame a fait remarquer que le Rwanda n'a besoin d'aucune leçon de démocratie ou de justice, puisqu'il a fait preuve d'exemplarité dans ce domaine, en solvant de son passé. We are a small country. But we are big on justice. Nous sommes un petit pays, mais grand en justice.
Mais certaines de ces grandes puissances sont grandes, mais nulles en justice. Ils n'ont aucune leçon à donner puisqu'ils ont joué un rôle dans cette histoire qui nous a fait perdre plus d'1 million de personnes. Les atrocités que nous avons connues viennent d'elles, et c'est pourquoi ils ne veulent pas nous donner la paix. Ils veulent masquer leur rôle, garder le silence, alors que plus d'1 million de victimes ici attendaient d'eux le secours. To come to their help. Le chef de l'État a également montré qu'il est inadmissible de voir le soi-disant modèle de démocratie et de respect des droits de la personne exercer l'oppression, une pratique à bannir. Les femmes rescapées du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda indiquent que les souffrances inouïes endurées pendant le génocide ne les empêchent pas d'œuvrer pour leur développement et celui de leur famille. La suite avec Jean Damascène Manichim. Au site mémorial de Kigali à Gisozi reposent plus de 250 000 victimes du génocide commis contre les Tutsis. Parmi les photos qui s'y trouvent, on peut voir de nombreuses femmes exterminées avec leurs familles. Massacrer les femmes et les enfants pendant le génocide ne visait que décimer totalement la famille. Le génocide qui a été perpétré contre le Tutsi visait plus particulièrement les femmes et les enfants. Ça a été très meurtrière, beaucoup plus, parce que visait systématiquement les femmes, avec bien sûr les viols systématiques, comme vous l'avez déjà vu. Ça a été l'une des raisons de s'assurer que l'avenir des ciblés ne serait jamais eu lieu. Donc, ceux qui commettaient le crime du génocide voulaient absolument s'assurer qu'après avoir massacré les femmes, tué les femmes et les enfants, l'avenir de ceux qui étaient visés serait complètement ruiné. Et ça se voit aussi sur ces viols systématiques qui étaient en cours pendant le génocide. Ça a été l'un des forces de ceux qui commettaient le génocide. Oui, et le but maléfique et ultime de ceux qui commettaient ces crimes de génocide. Ça a été très meurtri à cause de cette perte, parce que normalement, la femme est considérée comme la raison de vivre. Elle est considérée comme l'origine de l'éducation, surtout, plus particulièrement en Afrique. Les femmes rescapées du génocide contre les Tutsis gardent en mémoire les pires atrocités qui se sont abattues sur elles pendant le génocide. Pour elles, la femme a été meurtrie doublement. Celle qui n'a pas été violée était soit enceinte ou portait l'enfant au dos. La femme a été tuée plusieurs fois, indique-t-elle. Les analystes sont unanimes à dire que le massacre et le viol des femmes ont été l'arme la plus redoutable des génocidaires. Pour Madame Ingabire Marie Immaculée, le viol est le crime le plus dégradant et le plus humiliant pour une femme. En dehors de ça, aucune autre pratique n'est aussi poignante que le viol. Malgré ces atrocités abominables, les femmes rescapées du génocide n'ont pas cédé au désespoir et continuent de lutter pour faire vivre leur famille et honorer leurs engagements comme parents. Ça a été, je dirais que ça a été non seulement émouvant, mais ça a été aussi très encourageant de voir les femmes, les veuves qui étaient restées sans une assistance presque de tous les côtés. Elles devraient elles-mêmes combattre pour assurer la survie de leur propre famille, mais d'elles-mêmes. Et elles sont allées au-delà de ça. Ça a été une force de résilience très remarquable par le fait qu'elles allaient même collecter et chercher les orphelins des autres familles pour les amener à la maison et encore fonder un foyer. C'était d'abord
une cicatrice qui ne serait pas facilement refermée, mais avec la présence de maman, des femmes, ça générait toujours l'espoir, surtout pour les jeunes gens qui ont survécu le génocide. Certains endroits au Rwanda sont tristement célèbres à cause des atrocités portées contre les femmes pendant le génocide contre les Tutsis. C'est le cas de la localité dénommée Ibambiro, dans le secteur Kibirizi du district de Nyanza, au sud du Rwanda. Là, plus de 400 femmes et enfants ont été sauvagement massacrés en 1994. Nous avons l'occasion de recevoir aujourd'hui M. Étienne Sanzimana, qui est le président d'Ibuka France. 7 avril 1994, 7 avril 2022, cela fait 28 ans que le génocide a été perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Vous êtes donc le président d'Ibuka en France. Bienvenue à la télévision rwandaise, M. Étienne Sanzimana. Oui, depuis un certain temps, on remarque quand même que la cause même de la mémoire est mieux comprise en France. Il a fallu tout un processus pour en arriver là. Ah oui, tout à fait. Je dirais que la France, étant donné l'histoire particulière qu'elle a avec le Rwanda et l'histoire du génocide commis contre les Tutsis, je peux vraiment dire que nous venons de loin et que tout ce qui a été accompli par Ibuka France grâce à nos amis et nos soutiens et par d'autres associations aussi qui luttent pour la mémoire, ce n'était pas gagné d'avance et il y a eu beaucoup d'avancées, ce qui nous permet de dire que dans une prochaine génération ou même ceux qui nous suivent dans Ibuka, les plus jeunes que nous, vivront dans un environnement beaucoup plus apaisé en ce qui concerne la mémoire et les poursuites en justice des présumés génocidaires. Mais il y a d'autres activités qui vont se dérouler toute la semaine et pendant tous les 100 jours. Vous pouvez nous résumer un peu ces différentes activités ? Oui, effectivement. Donc, la plupart des activités, peut-être que j'aurai la chance de rattraper le train en marche, que je ferai les autres activités avec mes partenaires là-bas. C'est une période assez particulière en France. Les élections présidentielles, le premier tour, c'est ce dimanche. Nous avons eu beaucoup de problèmes à trouver des salles, à mobiliser des hommes politiques parce qu'il y a ce qu'ils appellent la réserve électorale. Donc c'est vraiment particulier. Mais au-delà de cette journée du 7 avril, nous avons une veillée de commémoration le 9. Tous les rescapés vont se retrouver pour passer une soirée de témoignages et de chants et faire une veillée comme il en existe aussi ici et ailleurs. Et nous avons aussi un partenariat de longue durée avec le mémorial de la Shoah. Il y aura un colloque qui va se passer le 10. Et tout au long des 100 jours, nous avons organisé des événements. Je tiens particulièrement à souligner un fait remarquable, c'est que pour la première fois, peut-être dans le monde, il y a une place, le 13 mai, une place qui va être inaugurée dans Paris, qui portera le nom de Birara Aminadabu, un homme qui s'est battu dans Wissesero, qui a organisé les résistants de Wissesero. Et c'est le héros qui sera célébré, Birara. Et une place dans Paris, dans le 18e arrondissement, va être inaugurée le 13. Et nous serons vraiment ravis de partager avec des personnes qui viendront même peut-être d'ici. Et tous les amis d'Ibuka et ceux qui se battent depuis des années à nos côtés pour faire reconnaître la mémoire du génocide contre les Tutsis, de voir une place qui porte le nom d'une personne qui s'est battue pendant le génocide, c'est un aboutissement d'un long Justement, combat. nous avons remarqué à travers les réseaux sociaux des photos qui circulent sur certaines avenues de Paris qui portent des noms ou des indications rwandaises. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cela ? Alors, il n'y a que celle-là. Il n'y a aucune rue de Paris qui porterait le nom d'un Rwandais. Ce n'est que cette place qui sera inaugurée. Et ce sera le 13 mai. Oui. Évidemment, nous allons largement communiquer sur cet événement. Il y a des enfants qui sont nés en France ou ailleurs en Europe, des enfants rwandais. Quel travail faites-vous pour qu'ils puissent garder en mémoire ce qui s'est passé dans le pays pour éviter
que ces genres de drames puissent se reproduire dans l'avenir? Alors, le travail fait auprès du jeune public, des élèves, des collèges, là, je passe peut-être sur le côté de ceux qui ne sont pas seulement rwandais. Dans les collèges, on fait un travail remarquable dans les établissements scolaires en France. Et ce travail a commencé à porter des fruits. Les Ibuka, il y a des demandes de stage, des demandes de collaboration. Il y a des thèses qui s'écrivent sur le génocide commis contre les Tutsis. Il y a des travaux artistiques. Mais en ce qui concerne les enfants des descendants des Rwandais ou nos enfants à nous aussi, le travail est fait depuis longtemps quand ils nous voient aller dans les commémorations, quand ils nous voient participer à des soirées culturelles pour ramener la mémoire par un biais autre que le récit pur et dur de ce qui s'est passé, de la violence du génocide. Mais ils apprennent à apprécier cela et à connaître ce qui s'est passé. Les nôtres, c'est encore plus facile parce qu'ils baignent un peu dans cette histoire vue. Ce qui est dans nos bibliothèques, nous, ils tombent sur des livres qui parlent de ça, des livres de témoignages et des films que nous regardons. Ils entrent par cette porte-là, mais je pense que maintenant que le programme scolaire en France aborde aussi la thématique du génocide commis contre les Tutsis, c'est une porte d'entrée. C'est pour cela que quand nous intervenons dans les collèges, dans les lycées, parfois nous sommes surpris. Et mon espoir à moi, c'est que la génération qui suit d'Ibuka France ou d'Ibuka en Europe ne sera plus surprise de voir qu'il y a un jeune public français qui est vraiment conscient, qui a les mots justes et qui a les termes adéquats pour désigner ce qui s'est passé au Rwanda en 1994. Oui, on a vu une certaine évolution depuis quelques années. D'abord avec le président Nicolas Sarkozy qui avait fait un pas. Et puis la grande avancée est arrivée avec le président Emmanuel Macron qui a fait les déplacements de Kigali, qui est allé à Gisozi et qui a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide qui s'est passé au Rwanda. Est-ce que cette évolution est suivie là-bas aussi en France ? Oui, tout à fait. Je sais que ça a fait les grands titres des journaux. Le déplacement du président de la République, la présentation du rapport Duclerc et les déclarations du président elles-mêmes étaient vraiment éloquentes et nous avons suivi ça de très près en tant que représentant d'une association qui a pour mission de perpétuer la mémoire du génocide commis contre les Tutsis, mais en tant aussi que citoyen français. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un pas énorme qui a été franchi. Et nous n'avons pas manqué de le reconnaître. Alors, nous acheminons vers la fin de la première partie de cet entretien. Il y a la question de la justice. La justice, il y a l'arrestation de Félicien Kabuga qui fait un grand pas vers la recherche de la justice. Mais jusque-là, Kabuga n'est pas encore passé devant les juges. Et il y a eu plusieurs arrestations, notamment un effort qui a été fait au niveau de la justice pour poursuivre les génocidaires qui sont en grand nombre en France. Les présumés génocidaires. Oui. Voilà. Donc là, c'est une fois en même temps, nous sommes vraiment très contents des avancées de la justice. Et je ne peux pas manquer de souligner une frustration certaine quand nous voyons à quel âge ils sont arrêtés, ces personnes-là. Là, dès que je retourne en France, il y a un nouveau procès qui va débuter en mai de l'ancien préfet de Gikongoro. Mais il faut voir aussi que cet homme est très âgé, très âgé. Kabuga, que nous avons salué son arrestation après des années de poursuites, il a été arrêté et pour l'instant, le procès n'a pas commencé. Et nous l'avons vu, moi j'étais au tribunal à Paris, je l'ai vu dans son fauteuil roulant et sans chaise roulante et voilà, il n'y a pas grand espoir, même si on espère que ça aille très vite, qu'on le voit vraiment être condamné. Merci beaucoup Étienne Sanzimana d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous vous remercions de votre présence ici à la télévision rwandaise. C'est moi qui vous remercie de votre invitation. 28 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis en secteur Musasa du district de Rutsiro, les rescapés du drame témoignent de la violence avec laquelle leurs proches ont été assassinés par les Interahamwe.
Certains, même des enfants, ayant été poursuivis jusque dans les petites îles du lac Kivu, ligotés et puis jetés dans les eaux pour qu'ils se noient. Ils ont refusé de sombrer dans la tristesse, ils se sont relevés et aujourd'hui, ils ont repris goût à la vie, ils ont initié des projets qui leur permettent de croire en la vie. Explication avec Kassim Youssouf. Les îlots du lac Kivu du côté de Rutshuru rappellent aux rescapés du génocide perpétré contre les Tutsis de Musasa la sombre histoire qu'ils ont vécue, particulièrement l'île de Nyamunini où beaucoup de Tutsis avaient trouvé refuge. Serunyenzi Prote est l'un de ceux qui y avaient trouvé refuge. Il dit qu'après y avoir passé quelques jours, des Bachis les ont aidés à quitter l'île pour se rendre à l'île d'Idjwi en République démocratique du Congo. Et le jour suivant, les Interahamwe ont massacré tout ce qui était resté. Nous y avons passé 3 jours en nous nourrissant des vaches avec lesquelles on avait fui et le moment est venu où la situation a été difficile et nous sommes allés à Idjwi et le lendemain ils sont venus et on y a mis du feu et ont massacré ce qui était resté là. Nina Wabega Eugénie a survécu à l'attaque menée à l'île de Nyamunini. Elle dit qu'elle ne peut plus y retourner à cause de ce dont elle a été témoin pendant 2 semaines qu'elle y est passée. L'autre place que je ne peux pas oublier, c'est sur le versant du lac Kivu, dans la brousse qu'on appelle Musagara. La pluie nous a mouillés, on n'avait pas où s'abriter, nous avons eu tellement faim et nous avons mangé de l'herbe parce qu'il n'y avait plus de légumes. Des vaches que nous avions, il n'en restait que 2 et nous les avons cédées pour que nous puissions nous rendre à la terre ferme. Après, il y a eu une attaque sévère avec des fusils et beaucoup de gens ont été massacrés. Certains sont allés à Idjwi et ils ont dit à ceux qui étaient là qu'il y avait encore des gens à Nyamunini et que d'autres ont été massacrés. Au premier jour, nous n'avons pas permis qu'ils traversent. Nous nous sommes défendus avec des cailloux. Inouï, ils ont noyé 24 personnes et 2 enfants ont survécu. On les ligotait par derrière pour qu'ils ne puissent pas nager. Kageruka Emmanuel, lui, avait trouvé refuge à l'île de Nyanamo où des Tutsis ont été noyés ligotés dans le lac Kivu à l'endroit dit Giseke. L'attaque a été menée vendredi lorsque des Hutus et des Tutsis s'étaient mis ensemble en attendant les premières attaques. L'ancien bourgmestre Maura Kindi est venu et s'est entretenu avec le conseiller et quelques commerçants à qui il a demandé pourquoi ils se mettaient ensemble avec l'ennemi. Nous ne pouvons pas oublier l'attaque survenue le lendemain après le départ du bourgmestre. Beaucoup de personnes ont été massacrées, d'autres avaient fui devant des gens qui avaient des lances, des épées et des fusils. On ne peut pas également oublier l'attaque du 3 qui a fait noyer 35 personnes et qu'on a enseveli encore vivants à l'endroit dit Mirambi. Dans leur témoignage, ils disent que les Interahamwe sont allés les chercher dans le lac Kivu à Gabiro, Ruhingo et Nyamagumba parce qu'ils avaient massacré toute âme qui vive sur la terre ferme. Après plusieurs attaques qui les pourchassaient, la plupart de ceux qui ont survécu s'étaient réfugiés à Idjwi en République démocratique du Congo. Kageruka Emmanuel dit que sur 54 membres de sa famille, ils ne sont restés que 2 et qu'il n'a pas sombré dans la tristesse, mais a poursuivi la culture de café, de bananerie et l'élevage comme ses parents les pratiquaient. Il dit qu'il opère également dans l'extraction minière et qu'il vit maintenant décemment et dispose d'un bâtiment commercial au centre de Gabiro. J'ai pu préserver l'héritage des parents, qu'ils soient la bananerie ou le café. Je les ai exploités et j'ai acheté des terrains reboisés et les parcelles qui étaient là, j'y ai planté des arbres. J'ai du cheptel bovin et je pratique l'élevage. Il n'y a pas de problème et la bananerie me procure de l'argent pour la famille
et d'autres amis. Je suis également le président de la coopérative d'extraction minière Coaca. Ce monsieur, qui est parmi les leaders d'opinion dans son village, indique qu'en période de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis, il poursuit son travail afin de se reconstruire davantage, tout en œuvrant également à l'édification du pays. C'est donc avec cet élément que nous allons bientôt boucler cette édition, mais avant de vous quitter, les rappels de principaux titres. Les experts en politique reconnaissent le pas des géants accomplis par le Rwanda en matière de justice depuis 1994, notamment le travail fait par les juridictions Gacaca qui ont fini leur procès. Les femmes rescapées du génocide contre les Tutsis au Rwanda indiquent que les souffrances inouïes endurées pendant le génocide ne les empêchent pas d'œuvrer pour leur développement et celui de leur famille. 28 ans après les génocides perpétrés contre les Tutsis en secteur Musasa, du district de Rutsiro, les rescapés du drame témoignent de la violence avec laquelle leurs proches ont été assassinés par les Interahamwe, certains même des enfants ayant été poursuivis jusque dans les petites îles du lac Kivu, ligotés et puis jetés dans les eaux pour qu'ils se noient. Voilà, c'est donc avec ce rappel des titres que nous allons refermer complètement cette édition au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi en compagnie de nos programmes.